Bonjour tout le monde. Enchanté, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. J'ai pas l'habitude d'être assis quand je fais la présentation, mais bon, je vais essayer d'y arriver comme il y a le micro qui enregistre. Je m'appelle Sacha Rodenbach, je suis anesthésiste réanimateur, donc je suis entre deux crèmeries, puisque j'étais à l'hôpital Bichat à la paix jusqu'ici et que je rejoins le centre de Marina Long dans un mois ou deux, d'où ces affiliations-là. Et on m'a demandé donc intelligence artificielle, utilisation, intérêt et découverte pratique. Donc effectivement, moi je me suis assez focalisé sur des choses assez pratiques. Alors est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont jamais utilisé de ChatGPT ou autre modèle de langage? Une personne. C'est bien, il faut le dire. Deux. Voilà. Oui, généralement, c'est une fois qu'on en a mis un, il y en a deux. Il y a les autres qui arrivent. Donc effectivement, dans l'intelligence artificielle, comme vous a montré l'orateur précédent, il y a notamment le machine learning, etc., dont je vais pas vous parler aujourd'hui parce que ça a des applications pratiques pour l'enseignement qui sont assez difficiles à intégrer au quotidien. Et finalement, on va parler pas mal de ChatGPT. Alors, je n'ai aucun lien d'intérêt pour cette présentation. J'utilise du ChatGPT qui a été le premier à proposer ça au grand public. Et donc, c'est le premier outil avec lequel je me suis familiarisé. Mais si vous voulez utiliser les autres, Bard, Meta ou autres, j'ai absolument aucun lien d'intérêt là-dessus. Mais moi, je vais faire ma présentation sur essentiellement ChatGPT. Pour revenir sur pourquoi est-ce qu'on en parle de tout ça, finalement, on parle d'enseignement aujourd'hui. L'enseignement, la formation, la pédagogie, c'est quoi? C'est l'art de transmettre nos connaissances. Concrètement, ça veut dire le fond, la forme. Le fond, c'est pas ces outils-là qui vont nous apprendre ce qu'on doit faire, c'est à nous de décider ce qu'on a envie de transmettre à nos étudiants. Encore une vaste question sur qu'est-ce qu'on a envie que nos étudiants apprennent. Et ensuite, il y a la forme. Alors, il y a à peu près tous les âges ici. Je pense qu'on a... Moi, j'ai connu en amphi les rétroprojecteurs avec les diapositives, les transparents sur lesquels on écrivait. Et j'ai connu le tableau, la craie avec le tableau qui s'inverse là pour faire remonter le tableau. Je pense que personne n'a envie de revenir à ça. Ou pas, il y en a qui ont envie. Peut-être, alors je sais pas. Pour ceux qui étaient au congrès de la SFAR l'année dernière, à partir depuis 2 ans, on a mis en place une session avec le comité jeune qui s'appelle la physio au tableau. Et ça a eu un succès incroyable. Donc vous voyez, tous les internes, les chefs qui sont là, qui viennent juste écouter un cours de physio de 15 minutes, un tableau blanc et 4 stylos de couleur. Et finalement, les gens ont adoré ce type de présentation parce que ça casse justement avec les codes et ça casse avec ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, effectivement, dans l'enseignement, on doit s'adapter aux apprenants. On est là pour les apprenants, on n'est pas là pour faire un PowerPoint de 5 heures à s'entendre parler. Et donc, on doit savoir ce que eux ont envie d'avoir. Et finalement, comme ils ont une appétence énorme pour la technologie aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui passe pas 2 heures par jour sur son smartphone, on est obligé d'aller vers ces technologies, on est obligé de les maîtriser. Et aujourd'hui, j'ai volontairement mis en gros TikTok et YouTube parce qu'ils vont plus apprendre aujourd'hui de façon asynchrone, c'est-à-dire à leur rythme, sur des vidéos, donc de l'audio et du visuel, sur des formats courts, avec un support numérique, que d'aller en classe. Vous l'avez dit, hein, pendant le Covid, on a fait pour des raisons sanitaires et aussi pour des raisons économiques, on a poussé les gens à faire des choses en visio. Finalement, on s'est dit, ah bah si on fait en visio et qu'on l'enregistre, eh ben on n'a même plus besoin de payer les profs. Ils vont faire leur vidéo une fois, etc. Donc finalement, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent sanitaire. C'est aussi écologique parce que ça évite de prendre l'avion pour ceux qui vont à droite à gauche faire des congrès. On a l'impression de tout gagner. Oui, mais non, parce que bah, vous l'avez vu, on perd en humanité, on perd en discussion, on perd en tout ça. En tout cas, j'ai mis en petit, vous voyez, les livres, parce que finalement, on parlait des coûts tout à l'heure. Bah, si j'ai ChatGPT et que je peux lui poser des questions, j'ai plus besoin d'acheter mes 5, 6, 7, 8 livres à 50 euros, 40 euros, 30 euros, sachant que tout va pour l'éditeur et rien va pour la personne qui a écrit le livre. Donc ça pose des questions. Mais en tout cas, nous, on se doit de savoir ce que l'apprenant veut avoir. Et donc, on avait remarqué que les jeunes délaissaient un petit peu certaines sessions un peu ennuyeuses de physiologie, de pharmacologie, etc. On a dit, mais comment redynamiser ça? Eh ben, on va mettre un PU au tableau avec des craies, et finalement, ça a eu un attrait assez important, mais encore faut-il que le contenu se prête à cette forme-là. Et tout ça, c'est pour éviter ce que les Anglais appellent la mort par le PowerPoint. C'est comment faire un PowerPoint tellement ennuyeux qu'on est en train de tuer notre audience. Et donc, on doit connaître ces techniques-là. Donc, je vais aller directement maintenant vers le cœur du sujet, donc qui est ChatGPT, donc Generative Pre-trainer Cut.
que vous connaissez au moins de nom. Vous avez une explication large sur ce que c'était que les langages, les modèles de langage large juste avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Le gros avantage, comme vous l'a dit l'orateur précédent de ChatGPT, c'est qu'il a donné une interface simple. Donc ça, c'est l'interface de ChatGPT que j'utilise pour faire tout ce qu'on veut. Et si vous utilisez ChatGPT, il ne faut pas l'utiliser comme Google. Il faut faire l'inverse de ce que vous utilisez avec Google. On nous a appris à utiliser Google et à faire des requêtes Google et à être à très large, etc. et ensuite affiner. Là, on doit être au contraire le plus précis possible. J'en reparlerai juste après. Donc, ça ressemble à ça pour ceux qui l'ont jamais utilisé. Et il y avait 3 écueils qui ont été, ou 3 améliorations en tout cas, qui ont eu lieu depuis moins d'1 an aujourd'hui. Comme vous l'a dit l'auteur précédent, c'était une base de données qui était bloquée. C'était, je crois, septembre 2021, quelque chose comme ça. Et maintenant, accès Internet. Voilà. Donc maintenant, déjà, la base de données s'enrichit en elle-même et ChatGPT est capable par lui-même d'aller rechercher des informations sur Internet. Donc la première chose qui était une phrase souvent systématique que répétait GPT qui était n'oubliez pas que mes données sont bornées à septembre 2021 n'existe plus. La deuxième chose, c'est de personnaliser les réponses. Donc là, moi, on peut se créer des customisations à condition de payer, ce que j'ai fait, pour GPT-4. Donc là, je lui ai dit, voilà, il me dit, qu'est-ce que vous voulez, enfin, qui êtes-vous? Je lui dis, voilà, moi, je suis un anesthésiste réanimateur français, je fais de la chirurgie cardiaque, je voudrais devenir professeur, j'adore l'ECMO, la chirurgie cardiaque. Et comment je voudrais répondre? Comment je voudrais qu'il me réponde? J'ai dit, je voudrais que tu me répondes en détail, avec des réponses précises, en utilisant des références de la littérature existante, en utilisant de la physiologie, de la pédagogie, du raisonnement, et je voudrais que tu gardes un avis neutre. Une fois que j'ai rentré ces informations-là, chaque requête que je vais faire va prendre en compte ces paramètres-là. D'accord? Je n'ai pas besoin de répéter à GPT, je suis un anesthésiste réanimateur, je voudrais que tu me répondes comme ci, comme ça. Et la troisième chose, ça a été les plugins. Donc ça, le plugin, vous savez, c'est quelque chose qui existe et qui va utiliser ChatGPT comme plateforme pour générer tout et n'importe quoi. Mais tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer, j'ai fait le test, j'ai préparé tout ce topo là au cours du dernier mois. Donc il y a un truc qui s'appelle Vidéo GPT. Voilà, donc je l'ai pris, j'ai cliqué et il y a du son, je crois. Hop, ça fait ça. Imagine a world where staying updated on the latest anesthetic techniques and guidelines is as easy as chatting with a friend. That's where ChatGPT comes in. Designed for anesthetic nurses like you, it offers instant access to a wealth of knowledge, simplifying research, patient education, and even your own learning process. Embrace the future of nursing education with ChatGPT, your new go-to digital assistant. Discover how it can transform your teaching and professional development today. Vous voyez qu'elle est donc, bien sûr, évidemment, cette personne n'existe pas, hein, c'est un avatar complètement faux. Tout a été créé par ce plugin qui s'appelle VideoVid. Je vais vous montrer sur cette phrase. Fais une vidéo d'une IAD qui apprend à utiliser ChatGPT. Point. Je n'ai rien modifié volontairement, je n'ai rien donné de plus, je n'ai donné aucune instruction. Ils ont choisi la durée de la vidéo, ça fait 34 secondes. Ils ont choisi quelle photo mettre derrière, quelle musique mettre. Et si vous avez lu un tout petit peu le texte, bah finalement ils disent quoi? Voilà, utilisez ChatGPT, ça vous permet de faire ceci, ça vous permet de faire ça, ça vous permet de faire ceci. Vidéo promotionnelle, 1 minute de mon temps. Alors, on parlait un petit peu donc je vais rentrer juste sur un tout petit point sur les théories sous-jacentes. On parlait de est-ce qu'il y a des théories qui prouvent que ChatGPT peut être intéressante ou pas. Donc, en faisant des petites recherches, il y a effectivement pas grand-chose derrière, à part des choses qui essaient, comme d'habitude, de se justifier en disant bah oui, c'est bien parce que c'est basé sur. Donc, effectivement, on sait que dans l'enseignement, le constructivisme social, l'exploration active, c'est quelque chose de positif. L'étudiant va chercher l'information et discute, et donc finalement, GPT lui propose ça. C'est-à-dire qu'il y a une interface dans laquelle il va commencer à discuter, répondre, répondre, ils vont avancer ensemble. La théorie de la zone de proche développement, si vous connaissez, hein, c'est voilà, il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Il me faut un outil pour me dépasser. Et tout ce qui est tout simplement appétence technologique, intérêt social. Ah, regarde ce que GPT peut faire. Regarde, j'ai utilisé ChatGPT. Regarde, c'est un outil. À mon époque, c'était les fiches Anki. Je sais pas si vous avez utilisé, mais c'était le principe, c'est un recto, un verso, et waouh, c'était numérique. On pouvait se les partager.
Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez demander à GPT de faire des choses et on va vouloir partager ça parce qu'on l'a fait avec GPT. Alors, je vous propose de regarder ensemble 4 applications très pratiques. Comment ChatGPT peut être étudié par les IAD ou les étudiants IAD. Parce que en fait, si on veut nous l'utiliser, bah, il faut savoir ce qu'ils vont en faire. Donc, faciliter l'apprentissage autonome, développer les compétences en communication, accéder aux informations actualisées et du soutien à la révision et à l'évaluation. Donc, je l'ai vraiment fait en live et je me suis enregistré en train de le faire. Et vous vous rappelez, il y a quelque chose qu'avait dit l'orateur, c'est ça prend en compte les fautes d'orthographe. Donc, explique-moi comment fonctionnent les halogénés. Là, je l'ai bien écrit. Alors, rappelez-vous que toutes les réponses que va donner ChatGPT ont déjà été digérées par le fait qu'il y a mes instructions à moi. Je suis anesthésiste en chirurgie cardiaque, nanana, tu me réponds comme ci, tu me réponds comme ça. Donc, il ne vous répondrait pas à vous comme ça si vous utilisiez la version gratuite. Et ce qui est intéressant, je sais pas vous, mais ça, pour moi, c'est indigeste. Je déteste apprendre un truc comme ça. Il n'y a rien de pire dans un livre que d'avoir un listing avec des bullet points et d'en avoir 55. Moi, j'ai besoin d'avoir du visuel, j'ai besoin d'avoir du comparatif. Et donc, on dit, d'accord, bah écoute, résume-moi les différences, les similitudes entre l'isofurane et le défurane, mais fais-le-moi dans un tableau. Donc, c'est juste pour dire que chaque apprenant a la possibilité d'avoir l'information selon la forme qu'il souhaite l'avoir. D'accord ? J'aurais pu lui dire, fais-moi un dessin pour m'expliquer les halogénés. Situation clinique. Ouh là là, mon patient désature. Voilà. Peux-tu me donner la conduite à tenir au bloc opératoire? Donc, j'ai quand même précisé que le patient était intubé ventilé, sinon c'était difficile. Chez un patient intubé ventilé, qui présente une désaturation. Il va vous expliquer, voici les étapes recommandées basées sur la physiologie, les physiologies. Donc là, vous voyez que déjà, je suis dans une situation urgente, il me met 5 lignes sur, oui, je vais t'expliquer comment ça se passe, etc. Après, est-ce que c'est faux? Vérifier le positionnement de la sonde d'intubation. Évaluer les paramètres du ventilateur, notamment le volume courant, la fréquence respi, la PEP, la FiO2. Examiner le circuit. Oui, jusqu'ici, non seulement il a donné les bonnes réponses, et à peu près dans l'ordre. D'accord que la première chose à faire, c'est le tube et le respi, j'aurais envie de dire, les tuyaux, avant de regarder ça. Et surtout, il n'a pas dit « regarde la courbe ». D'accord ? Vous voyez, regarde la courbe de Capno, regarde ce genre de choses. Donc, oui, on est dans les bonnes informations, elles sont pas hiérarchisées, et il n'a pas compris que l'urgence de la situation. Alors, j'aurais pu lui préciser, peut-être, c'est urgent, soit bref, soit concis, etc. Là, vous voyez, c'est assez marrant. Il vous propose les causes potentielles. Il vous met un moyen mémotechnique. Voilà, dope, displacement, obstruction, pneumothérane, équipement failure. Peux-tu me donner la conduite à tenir? Et il va tout de suite vous donner, rechercher les causes et intervention immédiate. Augmenter la FiO2 à 100%, aspirer les sécrétions et on réévalue. Donc ça, c'était la première partie. Donc c'est pour vous dire, on peut générer de l'information. Encore une fois, ce que vous a dit mon collègue, on génère des mots les uns après les autres. Rien d'autre. Il n'y a aucune intelligence humaine derrière. D'accord ? Vous êtes capable de faire un diagnostic d'une désaturation au bloc opératoire en 0,002 secondes et de trouver la cause. ChatGPT, il lui faut 4 secondes et il ne va pas hiérarchiser. D'accord ? Compétences en communication. Donc là, je lui ai donné ça. Je suis étudiant, infirmier, anesthésiste, et je dois m'entraîner à un interrogatoire avant le bloc opératoire. Pour un patient avant une chirurgie. Je voudrais que tu joues le rôle d'un patient, et je devrais t'interroger en essayant de ne rien oublier. Alors, il faut, dans ces moments-là, donner un début et une fin. Le début, c'est quand vous écrivez, la fin, c'est ça. Donc, lorsque j'aurai fini, je dirai « Ok, merci, j'ai fini ». Et à ce moment-là, je voudrais que tu me dises si j'ai oublié des choses, oui ou non. Vous voyez, la façon d'expliquer à ChatGPT est complètement différente de Google. Ça n'a rien à voir. Et donc là, il dit très bien, allez-y. Je vous laisse regarder, je vais le commenter quand même avec vous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je me sens un peu anxieux à propos de l'opération, sinon ça va, et vous? Bon, généralement, les patients ne répondent pas trop, et vous, mais bon. Ça va? Dites-moi, avez-vous eu des problèmes avec des anciennes anesthésies? Non.
Alors, quand je dis que je l'ai vraiment fait en live, je l'ai vraiment fait en live. J'ai pas réfléchi à ce que j'écrivais avant, donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. De quoi vous opérez-on aujourd'hui? Chirurgie de la valve aortique. Donc ça, c'est parce que il s'est rappelé que moi j'ai été chez un chirurgien cardiaque. Très bien. Quand est la dernière fois que vous avez mangé? Hier à 20h. Super. Pas bu d'eau ni fumé depuis? Non, conformément aux instructions qui m'ont été données. Ah, c'est un bon patient. Avez-vous des allergies à des médicaments? Oui, la pénicilline. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, est-ce que il a inventé cette allergie à la pénicilline parce que je lui ai dit que j'étais étudiant et que je devais m'entraîner à? Aucune idée. Aucune idée. On ne le saura jamais. Ah bon, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a causé une éruption cutanée, des démangeaisons. D'accord, depuis on a vu, bah non, depuis j'ai évité la pénicilline. Donc vous voyez, on peut aller très loin. Voilà, je vais m'arrêter, nous essayerons de ne pas en employer, d'accord, machin, etc. Voilà, pouvez-vous ouvrir la bouche, s'il vous plaît? Oui, dites A, voilà, notez que je simule, machin, etc. Et après, je lui dis, c'est bon, ok, merci, j'ai fini. Il va vous donner la liste des éléments que vous avez oubliés. Certains sont pertinents, d'autres sont pas pertinents. Antécédents médicaux, les médicaments actuels. Bon, d'accord, j'ai été très rapide pour que la présentation ne dure pas 50 minutes. Les autres allergies, des problèmes d'anesthésie dans la famille. Parce que c'est très pertinent de demander est-ce que quelqu'un a demandé si vos parents étaient allergiques? Je ne crois pas. Les dernières menstruations, c'est vrai que j'ai pas demandé si c'était un homme ou une femme. Est-ce que ça a un intérêt sur l'anesthésie pour une chirurgie de la valve aortique? Je suis pas très sûr. Par contre, chirurgie de la valve aortique, la question importante avant d'endormir le patient, c'est quand même est-ce que c'est un substitut biologique ou une valve mécanique? Et ça, il l'a pas fait. D'accord? Donc, vous voyez que on peut rentrer dans le détail et en même temps, un étudiant qui va utiliser ça ne va pas avoir comme feedback avant un remplacement, avant une prothèse, avant n'importe quoi. Est-ce que vous choisissez une valve biologique ou une valve mécanique? Alors, accès aux informations actualisées. Donne-moi les dernières nouveautés sur le Peng Block, par exemple. J'y connais rien en ALR en plus, donc comme ça tombe bien. Donc là, il m'a expliqué tout un truc, les études récentes ont comparé le Peng Block à d'autres blocs, nanani, nanana, ça marche, etc. Là, je lui ai dit, d'accord, mais cite-moi tes sources. Là, ça commence à être marrant. Hein. Donc là, il réfléchit. Alors, c'est très bien. Ce qui est très drôle, c'est que comme il met du temps, on a l'impression qu'il réfléchit. Il réfléchit pas, d'accord? Pour la réponse, je me suis basé sur des connaissances générales et mon entraînement jusqu'en avril 2023. J'ai pas utilisé de sources directes ou citées, vous pouvez les rechercher dans PubMed. Merci. Donne-moi des articles récents qui soutiennent ce que tu m'as dit. Vous voyez, faut aller lui soutirer les informations. Des études récentes sur le blank, appuie son efficacité sur le positionnement dans la hanche, etc. Et j'ai été chercher ces références et oui, elle existe. Et vous avez vu qu'elle est en open access. Donc, ça pose la question de est-ce que ChatGPT n'est capable de vous proposer des réponses que basées sur des articles en open access puisqu'il ne peut pas passer le firewall. À ce moment-là, ça réduit quand même considérablement les connaissances. Bon, après, voilà, je lui ai demandé quelle dose de bupivacaïne et ça, c'était juste pour qu'il me dise, ça dépend bien de la taille, du poids, etc. du patient. Donc ça, c'est assez connu. Il y a beaucoup d'articles là-dessus sur le fait que ChatGPT ou les autres modèles de langage, avant d'avoir accès notamment à Internet, inventaient complètement des références. Moi, j'ai fait une présentation d'une thèse d'un interne, j'ai dit, etc. Il m'a cité 3 références. Les 3 étaient complètement inventées. Elles n'existaient même pas. Donc, ça fait partie des hallucinations. Sur 3 points, sur la version précédente, effectivement, il s'était licité des références qui n'existaient pas. Ouais. On lui demande quelque chose, il le répond. Il n'est pas capable, comme un humain, de savoir quelles sont les limites de ses connaissances. Pas encore, pas etc. Alors maintenant, effectivement, avec l'accès à Internet, etc., avec les feedbacks, avec tous les prompt engineers, ça commence à s'améliorer. Mais c'est pas encore le cas. Donc ça, c'est bien connu, le risque de fabrication de connaissances. En fait, moi, c'est les seuls. Alors justement, avec la version payante, accès à Internet, etc., ça s'est quand même franchement amélioré. Mais je pense qu'il ne peut pas aujourd'hui faire de recherche derrière le firewall payant de certains
éditeurs, Elsevier ou autres, et donc, effectivement, il va baser ses connaissances sur les choses qui sont en open access, et ce qui réduit considérablement la véracité des informations qu'on peut avoir. Soutien à la révision et à l'évaluation. Donc ça, c'est un mix entre ce que nous, on peut produire et ce que lui peut faire. Voilà. Alors là, comme je commençais à avoir fait, j'ai fait un copier-coller, du coup, je me suis préparé. Voilà, je prépare le concours d'entrée à l'école d'IAD. Pose-moi 50 questions pour m'entraîner à ce concours. Je veux que tu fasses des crocs, des QRM, des QCM. Pour chaque mauvaise réponse, je voudrais que tu me donnes la bonne réponse. Je voudrais que tu me la justifies. Et vous voyez, là, on va plus loin. Ça, c'est intéressant. Donne-moi la mauvaise réponse, justifie-la moi et explique-moi pourquoi. Pas juste ce que font finalement les étudiants quand ils passent un test. Ils passent le test. Merci, au revoir. Et maintenant, je vais boire une bière avec mes copains. Donc, là, voilà, quelle est votre réponse? Votre réponse est correcte et il me donne quand même encore la réponse. Très bien. Là, quel est le principal effet indésirable de l'intubation? J'avais répondu le laryngospasme. Votre réponse est incorrecte. C'est l'hypertension. Pourquoi? Effectivement, le laryngopasme peut exister, mais ce n'est pas, par argument de fréquence, la complication principale. Et qu'est-ce que j'avais dit ici? Passons à la prochaine question. Voilà, explique-moi la différence entre l'anesthésie générale et l'anesthésie régionale. Et j'avais répondu, on endort ou on n'endort pas. Il m'avait dit, votre réponse, bien que concise, touche à l'essence de la différence principale. Et il vous clarifie un petit peu les choses. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il a finalement répondu à la demande. La demande que je lui avais proposée, c'était propose-moi des questions qui ont un rapport avec mon concours d'IAD, sous forme de QCM, de croc, etc. Il n'a pas seulement fait de variations, il a fait 3 QCM et un croc. Et il a donné les mauvaises réponses. Encore une fois, ce feedback-là va être pris en compte par l'étudiant à 100%. Il y a un effet qui est bien connu, qui est l'effet de la rapidité de la réponse. D'accord? Moi, que j'utilise tout le temps, quand je veux me sortir d'une situation difficile, quand un étudiant me pose une question, il fait « Mais ça, c'est courant ?» Ouais, c'est super courant. Je le dis avec tellement d'assurance et tellement de rapidité que vous êtes obligé de croire à ma réponse. Lorsque vous allez poser une question à ChatGPT, il va vous répondre en une demi-seconde des choses extrêmement bien écrites, extrêmement bien carrées, et donc, vous allez être enclin à le croire. D'accord? C'est un biais cognitif qu'on a. Comme moi, là, ma façon de m'exprimer, j'utilise des mots plutôt clairs, j'ai une voix qui porte, etc. Vous êtes censé croire ce que je dis. Alors que je vous ai cité, depuis le début du topo, aucune référence bibliographique. D'accord? Ça fait partie des biais cognitifs qu'on utilise tous pour faire passer un message. Donc c'est juste pour vous dire que l'étudiant, lui, va gober ce que ChatGPT va lui dire de façon, mais systématique. Alors pour nous, pour les enseignants, donc pour moi, il y a 3 choses intéressantes, le fond, la forme et l'évaluation des étudiants. Donc le fond, c'est à nous de le décider. Je pense qu'il faut se passer de ChatGPT pour lui dire qu'est-ce que tu ferais apprendre à des étudiants? Non. Pour nous, ça doit rester chasse gardée, c'est à nous de le décider. Alors il y a la forme générer des médias libres de droit. Donc toutes les photos que vous avez vues sur ma présentation depuis le début, j'ai demandé à ChatGPT de les créer. Comme ça, je n'ai plus aucun problème de droit d'auteur. Déjà, voilà. Quelque chose pour lequel il est vraiment bon, synthétiser du contenu. Souvent, les étudiants ont fait un cours, on leur a écrit un cours. Moi, je fais un copier-coller à ChatGPT, je lui dis, voilà, extrais-moi la substantifique moelle et fais-la moi dans un PDF Arial 12 en noir. Je voudrais qu'il y ait quelques bullet points, qu'il y ait 2 tableaux, qu'il y ait une image, et tu me fais un recto verso point. Et il est vraiment bon pour résumer et synthétiser ce contenu. Alors, la conception, vous l'avez vu, et puis ça avait été dit avant, donc vous pouvez lui demander de créer ce que vous voulez, des scénarios de simulation, des questions à réponse unique, des crocs, des QCM, des cas cliniques. Mais pour ça, il faut apprendre à prompter. Donc, ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT, il faut vous y mettre et il faut nourrir le prompt. Qui êtes-vous? À qui vous vous adressez? C'est quoi votre objectif? Quel format vous voulez? Si vous voulez créer, par exemple, 10 questions de QCM, voilà, vous dites « Je suis enseignant à la faculté de médecine de un tel. J'enseigne à des étudiants il y a de telle année. Mon objectif est d'évaluer leurs connaissances fondamentales. Les questions que je vais leur poser sont des questions existentielles. Ils doivent avoir au moins 18 sur 20 pour passer l'examen. Les questions doivent être précises, ne doivent pas être ambiguës, etc., etc. Et vous pouvez même leur donner le contenu du cours. D'accord? Moi, pour l'université, je suis obligé de créer des questions qui ont attrait au programme national de l'enseignement en médecine. Je n'ai pas le droit de sortir de ça, sinon ma question elle va être dégagée et les étudiants ils vont me tuer.
Donc, je fais un copier-coller du programme national et j'explique à ChatGPT, tu n'as pas le droit de poser une seule question en dehors du texte que je t'ai fourni. Au moins, vous êtes sûr que les questions que vous avez posées, elles sont dans vos cours. D'accord? Vous n'aurez pas les étudiants qui vont dire oui, mais ça, on l'avait pas vu dans le cours avec le professeur machin. Si, tu l'avais vu. Tu l'avais vu. Et quel format de réponse vous voulez? Donc, il faut apprendre à prompter. J'ai appris qu'il y a une personne ou deux, peut-être, qui partent à la retraite là. Ben voilà, si vous voulez vous reconvertir, ingénieur prompt, ça paye. Hein, il y a plus de 3 000 € par mois pour le faire. Et l'analyse, ça, c'est quelque chose qui, moi, me porte à cœur. Analyser les réponses des étudiants aux questions. Parce que souvent, on est très content des questions qu'on a posées. Ou alors, quand vous avez un concours, vous faites poser des questions par différentes personnes, parce que voilà, il faut faire participer un peu Lyon, participer un peu Brest, participer un peu tout ça. Vous mettez tout ça ensemble, vous avez un melting pot de trucs qui ressemblent pas à grand chose. Et donc on dit mais les étudiants ils sont nuls, les étudiants ils ont pas compris, ou ça c'était, etc. Donc je pense que analyser les réponses des étudiants pour savoir si nous on peut s'améliorer dans la façon dont on a posé les questions, c'est important. Donc là je lui ai dit crée-moi une image d'un enseignant qui galère devant un tableau Excel. Donc j'ai récupéré les notes de tous les étudiants internes d'anesthésie de première année d'Île-de-France. Ils avaient 50 questions à leur examen, toutes sur 0,4 points, et la 51e colonne, qui était le total, les 52e colonne, qui était le temps qu'ils ont mis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris le fichier Excel, je l'ai glissé à ChatGPT, je lui ai dit « Analyse-moi les réponses des étudiants à cet examen ». Je ne lui ai pas expliqué autre chose. Et il réfléchit. D'accord? Exactement. Tiens, je vois que l'examen a une note sur 20 points, 50 questions sur 0,4. Pour analyser sur une note, je peux vous proposer, en gros, de regarder la distribution des notes, les questions les plus faciles, les questions les plus difficiles, et est-ce qu'il y a une relation entre le temps utilisé par l'étudiant et la note obtenue? Voilà. Je vais vous faire ces analyses. Et il vous dit, il y avait 98 étudiants, la moyenne c'est ça, l'écart type c'est ça, la note minimale, la note maximale, la médiane, etc., etc. Vous pouvez vérifier, pour le coup, exactement ce qu'il a fait, puisque le petit carré bleu que vous avez vu, c'est les lignes de code qu'il a utilisées. D'accord? Donc si vous ne le croyez pas, vous reprenez, vous mettez ça dans votre logiciel de stats et vous faites tourner les codes. Quelles étaient les questions les plus faciles, les plus difficiles? Pour compléter un peu ce que je vous disais un peu plus tôt sur, voilà, donc il vous dit la corrélation entre le temps utilisé et la note obtenue. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'il a généré lui-même cette question-là, comme en me disant, ça peut être une donnée qui vous intéresse. Plus l'étudiant réfléchit, est-ce qu'il a une meilleure note? Moi, je lui dis, voilà, crée-moi l'histogramme de la distribution des notes en format JPEG, parce que, comme ça, je dirais que je le montre aux étudiants. Voilà, ok, merci. Je peux le télécharger ici, très bien. Et là, je lui ai demandé, quelle question pour toi aurait pu être mal interprétée par les étudiants? Et donc, il va dire, les questions probablement mal interprétées par les étudiants, ça c'est son raisonnement, mais c'est effectivement un raisonnement de statistique, c'est celles où ils ont moins bien répondu et où la dispersion des notes est très importante. Ça se tient ou ça se tient pas, c'est des théories mathématiques. Et donc, voilà, je vais vous la faire. Donc là, je poste, comme ça avance. Et donc, je dis, voilà, et là, c'est la question 43, la question 5, la question 34. Et ça, on l'a fait avec donc un collègue à moi. On a demandé à ChatGPT quelles questions avaient pu être mal interprétées. Nous, on a fait en parallèle notre analyse des 50 questions pour voir si, et il y en avait 3 qui se recoupaient. Parce que nous, on n'a pas fait d'écart type, de trucs, de quoi que ce soit. On a juste regardé les questions une par une. On dit, oh, celle-là, franchement, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu nous demander. Moi, j'ai répondu ça, toi, t'as répondu quoi? Ah oui, et les étudiants, ils ont été nuls. Et finalement, voilà, on a conclu qu'il y avait 3 questions qui peuvent poser problème. Alors, quand c'est le concours d'entrée à l'école d'IAD, d'avoir 3 questions qui posent problème sur je sais pas combien, voilà, tu rentres ou tu rentres pas à l'école. Un bonus pour finir. Je lui donne cette image. D'accord? Alors, j'ai pas marqué bronchospasme, moi, j'ai pas pris l'image. J'ai juste pris ça, je lui mets cette courbe. Je ne lui dis rien. Alors, je lui dis rien, je lui dis que j'étais anesthésiste, réanimateur, chirurgie cardiaque, blabla.
Quel est le problème avec mon patient? Je viens de l'intuber. Ça, c'est juste pour vous montrer que les étudiants vont le faire. Ils vont le faire. Soit pour se marrer, soit pour voir. Soit bref, soit direct, et donne-moi des réponses courtes, parce que j'en avais marre. Donc le tracé montre une courbe capnographique avec des plateaux irréguliers, une élévation inattendue de la ligne de base, suggérant une obstruction des voies respiratoires. Voilà. Après, il s'excite et il dit d'autres choses. Je ne lui ai pas dit que c'était une courbe de capnographie, je lui ai rien dit, je lui ai dit que c'était un patient qui était intubé, il a déduit que ça c'était une courbe, etc. Alors juste quand même une chose importante, et pourquoi est-ce qu'on sera jamais irremplaçable au bloc opératoire? Ça c'est juste pour terminer sur quelque chose d'un peu rigolo. Je lui ai demandé de résoudre le sudoku. Donc je lui ai donné une image, il va extraire l'image, il va la transformer en solution mathématique. Alors il me tutoie, j'aime pas beaucoup. Alors je crois qu'il a pas mal réfléchi, donc je vais essayer d'avancer. Ouais, on est à 1 minute, là, 1 minute 30. Bon, je pense que ça nous prend plus tous 1 minute 30 de faire un sudoku comme ça. Hein. Donc c'est niveau 1. Hein. Ah, j'ai rencontré une erreur, d'accord. Là, j'ai regardé un petit peu le code. Donc, il a l'air d'avoir compris, hein. Il y a des cases vides, c'est 0, il y a 8. Sauf que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à l'encoder. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chiffres qui sont déjà des zéros. Et ça, bah, le 0 est une valeur du sudoku. Il n'arrive pas à le résoudre. Parce que... la capacité de faire des sudoku. Parce que... non. Exactement. Donc, mon point était qu'on pourra faire des sudoku. Non, mon point était que le sudoku, c'est quelque chose qui peut vous paraître débile à côté de réfléchir à la désaturation de mon patient. Et que vous voyez, là, il y a cette tâche-là qu'il est incapable. Je l'ai laissé tourner, etc. J'ai même coupé la vidéo au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus. Il n'arrive pas à le résoudre. En fait, il n'arrive pas à trouver le chemin mental, qui est l'algorithme, pour résoudre ce problème-là. Chose que nous, on l'apprend. C'était la question que vous posiez un petit peu tout à l'heure sur entraîner les neurones. Notre job, finalement, avec cette technologie-là, et donc je terminerai juste là-dessus, là, ça montre bien cette limite. Ce qui nous reste à nous, et qui nous restera toujours, c'est la capacité de faire fonctionner nos neurones pour trouver une solution à un problème. Là, il tournait, il n'allait jamais vous proposer une réponse. Et nous, on aurait fait quelque chose, c'est qu'à un moment, on appelle à l'aide. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je vous mets en...